Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Aujourd'hui au programme dans Bien dans son job, on parle du salaire des cadres. Est-ce qu'ils ont obtenu les augmentations demandées en 2022 ? On en parle avec Arnaud Monteil, directeur associé chez Robert Walters. Il a les chiffres et il est notre invité. Smart et Réglo, le management du salarié en télétravail. On va en parler avec Étienne Pujol, avocat en droit social au cabinet Berilo. Et puis le cercle RH et un grand entretien avec la porte-parole de la Commission européenne en France, Adina Revol. Elle sera notre invitée. On parlera des réfugiés ukrainiens et leurs accès à l'emploi. Les femmes de plein pied, ça c'est très récent, dans les boards des entreprises européennes. Et puis on parlera du SMIC européen, serpent de mer ou véritable réalité. On fera le point avec elle sur tous ces sujets. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les jeunes diplômés face justement au marché de l'emploi. On en parlera avec Émilie Narcy, directrice des opérations chez Approche People Recrutement. Elle sera notre invitée à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job, on va parler des cadres et les augmentations de salaire. Évidemment, c'est une sorte de saisonnalité, évidemment, parce que certains ont demandé des augmentations. Est-ce qu'ils les ont obtenues ? On en parle avec Arnaud Monteil, d'ailleurs. Bonjour Arnaud, directeur associé chez Robert Walters, la référence en matière de salaire des cadres. D'abord, sur le trend macro, ça dit quoi ? Parce qu'on nous parle beaucoup de problèmes de pouvoir d'achat, de difficultés de salaire. Chez les cadres, globalement, ils ont été servis ou pas ? Globalement, ils ont été servis. Nous, on a réalisé une étude au premier trimestre auprès de 600 candidats que nous avons interviewés et que nous avons sollicités par rapport à justement cette thématique de rémunération. Ce qu'il en ressort, c'est que 90% des candidats qui avaient sollicité une augmentation ont été augmentés, ce qui est plutôt un chiffre loin d'être neutre. Alors, au premier trimestre, un 4 sur 2 déclarait vouloir demander une augmentation. Absolument, oui. Ou l'avoir déjà fait, 49%. Ça veut dire qu'on est sur les 51%. On est sur les 50% qui avaient demandé une augmentation, 90% d'entre eux ont obtenu cette augmentation. Et pour ça, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la graduation des augmentations. C'est qu'un sur deux avait demandé et a obtenu une augmentation entre 6 et 10%, et une 30% entre 1 et 5%. 6 et 10%. C'est loin d'être neutre. Voilà, 6 et 10, c'est quand même largement au-dessus de ce qui avait été négocié dans les NAO, c'est-à-dire 2,5 en moyenne. Donc les cadres ont été mieux servis. Pourquoi ? Parce que les entreprises, j'imagine, se disent si je ne fais pas un effort malgré les difficultés, puis on reviendra sur ceux qui n'ont pas demandé l'augmentation, elles se disent je vais le perdre, mon cadre. Oui. Vous faites la question et vous faites presque la réponse. Oui. Mais il y a aussi un effet de rattrapage. Après 2 ans où il y avait eu peu ou pas d'augmentation, on était relativement figé de ce point de vue-là. Et puis il y a aussi ce côté un peu panic buy sur cette mode américaine de la grande démission qui infuse petit à petit en France et où il fallait une réaction à un moment donné des entreprises. Ça infuse, c'est-à-dire vous le sentez, vous, dans votre champ professionnel, que les cadres commencent eux aussi à quitter leur job ? Absolument. Aujourd'hui, on a un marché, alors on est vraiment sur le marché des cadres, sur un marché de plein emploi, avec un taux de chômage inférieur à 4%, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a une dynamique extraordinaire sur le marché. Vous avez les candidats qui ont la possibilité d'avoir 3 ou 4 pistes de postes en même temps. Donc c'est hyper challengeant, hyper concurrentiel. Donc oui, aujourd'hui, il y a besoin de réaction des entreprises. Et nous, notre réflexion, c'est de dire ce sujet, cette mode de la grande démission, la vraie réflexion, c'est la grande rétention en fait. Comment j'arrive à garder mes cadres dans l'entreprise et motivés. Il y a ceux quand même, il faut quand même le préciser, de ces cadres qui ont intégré les difficultés que traversent ou vont traverser leurs entreprises et qui disent j'y vais pas, je demande pas d'augmentation, c'est pas sérieux. Oui. Ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Le phénomène, on a un petit peu de mal à l'analyser sur le pourquoi cette frilosité, finalement, des candidats. Il y a peut-être un certain nombre de candidats qui ne sont pas forcément confiants par rapport à la destinée de leur entreprise, mais qui sont aussi peut-être pas forcément confiants en leur potentiel à demander et à obtenir une augmentation. Il y a aussi des candidats qui
ont récemment changé de poste et qui donc forcément vont pas demander tout de suite une augmentation. Donc c'est un cumulatif de plusieurs facteurs. La pandémie, ça c'est important aussi de faire un focus, a creusé les inégalités entre les femmes et les hommes. Absolument. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, historiquement, les femmes sont. En fait, ce qui est intéressant, c'est que historiquement, les femmes sont moins enclines à demander des augmentations. Oui, ça c'est intéressant. Alors le pourquoi, on peut y trouver plein de raisons. Elle se censure. Elle se sent peut-être moins sûre. Enfin, il y a plusieurs éléments dans l'analyse. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est de constater, nous, à travers notre étude, Chambers Walters, c'est que cette année, en 2022, les femmes ont été plus nombreuses à demander une augmentation que les hommes. Oui. La question, c'est de savoir si elles les ont obtenues. Alors, elles les ont moins obtenues que les hommes. C'est la réalité aussi. C'est-à-dire qu'on avait grosso modo 50%, 50% des femmes ont obtenu les augmentations demandées versus 72% des hommes. Mais ça, c'est incroyable parce que on le voit à l'image, mais ça veut dire qu'elles demandent, comme les hommes, de la même manière, sur les mêmes arguments, j'imagine, bâtissant leur stratégie d'augmentation. Il y a 22% de différence. Ouais. Ça veut dire que celui qui décide... Celui ou celle. Et D'accord. si c'est celui, peut-être que c'est plus difficile pour la femme. C'est la question. C'est une question à creuser quand même. C'est une question qu'on creuse. Ça, c'est un dossier à apporter aux sociologues, parce qu'on nous dit quand même que l'égalité femmes-hommes, il y a des indicateurs, les entreprises doivent quand même rendre des comptes, mais dans la réalité des négociations, dans le secret de la négo, on favorise l'homme. Il semblerait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un phénomène français. On a participé sur notre équipe en Angleterre sur la même typologie d'études. Les résultats sont les mêmes. C'est-à-dire que les femmes sont moins bien servies que les hommes dans leur demande d'augmentation. Donc, vous considérez, et je pense que c'est aussi une vision non sociologique, mais professionnelle, que les entreprises doivent accompagner les femmes pour, c'est quoi, mieux négocier, trouver les bons arguments. Enfin, on n'a pas assez d'éléments là, évidemment, mais est-ce qu'elles s'y prennent mal? Est-ce qu'il y a comme ça une forme de censure, d'autocensure qui justifierait ces chiffres? L'entreprise doit faire un effort, il n'y a pas de doute. L'entreprise a une responsabilité et doit faire des efforts pour mieux accompagner les réflexions d'augmentation des femmes. Et les femmes, elles, doivent être plus en confiance, plus sûres de leur fait, sur leur capacité à demander des augmentations. Il n'y a aucune raison à compétence, à job égal, il n'y a pas de différence. Arnaud Montaille, avant de nous quitter, parce que vous êtes une entreprise de recrutement internationalement connue, avec des antennes dans le monde entier. En France, l'attention sur le marché des cadres, alors vous nous le dites, voilà, il y a une pénurie. Oui. Est-ce que c'est difficile pour vous en tant que recruteur en ce moment, notamment à l'égard des cadres? Parce que c'est vrai qu'il y a des entreprises qui vous disent « j'arrive pas à recruter ». Je vais vous donner 2 éléments pour matérialiser un peu la difficulté d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un candidat sur 2, voire 2 sur 3, qui a une proposition de rachat de son employeur quand il va démissionner. Concrètement? Concrètement, j'arrive avec ma démission auprès de mon manager. Mon manager va me faire une contre-offre. Il y en a 1 sur 2, voire 2 sur 3, qui reçoit une contre-offre. Et il reste ou pas? 1 sur 2 qui reste. Donc ça veut dire que la rétention se fait, contrairement à tout ce qu'on peut dire, le sens, la philosophie, ça se fait quand même sur une proposition de salaire. Et ce qui est intéressant, et là je mets en garde un peu les candidats et les entreprises qui jouent ce jeu-là, il y a du jeu, ce jeu très court-termiste de la rémunération, c'est que nous, quand on observe ce phénomène-là, vous avez un candidat sur 2 qui, dans les 12 à 18 mois après avoir accepté cette contre-offre, finalement s'en va. Alors, donc c'est un calcul très court terme. Ouais, Arnaud, vous nous dites quand même, sur des coups de bluff, des coups de poker, vous avez un collaborateur cadre qui vous dépose sa dème, qui pose sa dème, vous dites après tout, peut-être mieux le laisser partir alors. Il faut se poser la question pourquoi il pose sa dème. Et qu'il y a peut-être un élément de salaire, mais il y a peut-être un élément de reconnaissance, d'évolution, etc. Et que s'il n'est pas satisfait aujourd'hui, quand bien même je satisfais sur l'aspect rémunération, ce n'est pas le seul élément. Et les problèmes qui existaient, peut-être un problème managérial, un problème de stratégie d'entreprise, ce problème-là, il va perdurer. Donc, ce n'est pas forcément un bon calcul que de tout miser sur l'aspect rémunération. Combien de temps, selon vous, va durer ce marché inversé? C'est-à-dire qu'on a connu des marchés où c'était l'employeur qui avait la main. Aujourd'hui, c'est un marché de candidats. On est clairement sur un marché de candidats. Le candidat, on est d'accord. Absolument. Selon vous, c'est quoi la durée de cette incroyable possibilité pour le cadre de changer de boîte, de négocier son salaire, de faire monter les enchères? Alors, j'ai pas de boule de cristal, j'aimerais bien. Mais ce qui est vrai, si on regarde dans le rétroviseur, c'est que ça fait maintenant près d'1 an qu'on est sur ce marché, très clairement, voire un peu plus.
Les éléments de conjoncture économique nous laissent à penser d'être un tout petit peu plus prudent. Mais aujourd'hui, on ne voit pas d'éléments tangibles d'ici à minima la fin de l'année pour un retournement de marché là-dessus. Les secteurs qui cartonnent, parce que là on parle des cadres en général, mais il y a évidemment tous les secteurs d'activité, l'industrie, la tech. Où est-ce qu'il y a le plus de tension? Où est-ce que c'est le plus difficile? Je vais entendre tech, je suis sûr que dans la phrase il y aura le mot tech. Je vais être obligé évidemment de dire tech, digital. On n'y coupe pas. On n'y coupe pas, c'est absolu. C'est le secteur de l'immobilier qui est aussi très en tension sur l'ensemble des métiers. Tous les métiers de l'immobilier, des promoteurs, des pavillonneurs. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Malgré tout ce que l'on entend, en tout cas sur le marché du recrutement, on vit encore aujourd'hui toujours une situation extrêmement tendue avec des vraies problématiques de pénurie. Je me souviens qu'on avait eu cette discussion il y a un petit peu plus d'un an. Pénurie de candidats aussi, pénurie de compétences. Et aussi parce qu'il y a une forte demande. Ensuite, on a des populations experts. Si je prends les métiers dans la finance d'entreprise, sur des expertises bien particulières, des métiers très en tension comme la consolidation, la trésorerie, mais même au niveau RH, talent acquisition. Aujourd'hui, on a énormément de difficultés à recruter sur ces métiers. Tiens, d'ailleurs, avant de nous quitter, on parle beaucoup et on va continuer à le faire des seniors. Ouais. Comment vous les gérez, vous, ces seniors, chez Robert Walters? C'est-à-dire, comment ça se passe et comment gèrent vos clients cette relation aux seniors? Parce que certains disent, moi, les seniors, c'est compliqué. Est-ce que vous avez aussi un rôle à jouer? Nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Nous, notre logique, c'est vraiment d'être dans une appréciation de compétences. Et donc, si le senior a les compétences requises par rapport à une opportunité, on est ravi de rencontrer ce senior et de lui proposer les opportunités. Après, on a une offre, on a un panel chez Robert Walters avec notre activité recrutement permanent, mais aussi notre activité management de transition, pour accompagner le senior dans l'évolution contractuelle de sa recherche. Ouais, vous nous dites, sans le dire, que parfois le senior, il faut un peu l'upgrader, il faut lui apporter une formation complémentaire, il ne correspond pas toujours à ce qu'on cherche? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que aujourd'hui, il y a un côté culturel sur les seniors qui fait que parfois les entreprises ont du mal à passer le cap, et que nous, notre job, c'est justement de mettre en perspective, dans le cadre par exemple de la création d'une shortlist de candidats, de 3 à 4 candidats, d'être capable à un moment donné de positionner un ou deux seniors et d'expliquer en quoi cette personne-là est aussi valable que quelqu'un qui aurait 10 ans de moins. Merci Arnaud Montaille d'être venu nous écairer sur ce salaire des cadres, avec un petit effort et un focus sur le salaire des femmes, avec cet écart 50-72% pour les hommes. Directeur associé chez Robert Walters, à découvrir sur votre site évidemment ces salaires, ces évolutions de cadres. On continue avec le droit Smart et Réglo, on va parler du management justement, mais en période télétravail, on en parle tout de suite avec Étienne Pujol. Smart et Réglo, le droit, rien que le droit, et on en parle avec Étienne Pujol, avocat en droit social, droit du travail. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Cabinet Berilo. On parle du management du salarié en télétravail. Mais alors, là, on en parle sous l'angle du management de ce télétravail. Pourquoi avoir choisi ce thème? Parce que là, dans le Code du travail, il n'y a rien. Non, il n'y a rien dans le Code du travail, hormis quelque chose d'assez générique sur la manière des relations sociales. En revanche, l'actualité, si je puis dire, c'est le dernier rapport de la CNIL qui a été rendu public il y a quelques jours et qui met l'emphase sur le fait qu'il y a eu beaucoup de signalements qui ont été faits par les salariés se plaignant d'outils de surveillance imposés par les employeurs sur eux pendant qu'ils étaient en télétravail. Ça, c'est intéressant, puisqu'on avait fait une émission il y a quelques temps dans notre cercle RH, où tout ça était un peu flou, un peu évanescent. Là, les choses deviennent concrètes. Oui. Les salariés tirent la sonnette d'alarme de la Commission nationale de l'information et des libertés pour dire, moi, j'ai un logiciel espion. Mais comment ils le savent, les salariés? Justement, c'est un peu le problème. Soit ils ne le savent pas, et auquel cas l'employeur est en faute, puisque l'employeur doit prévenir ses salariés des outils de surveillance qu'il met en place, soit ils le savent et ils trouvent que c'est trop contraignant, qu'il y a trop d'intrusion dans leur vie privée. Il faut quand même se souvenir que le principe de base du télétravail, c'est une délocalisation quelque part du lieu de travail au domicile du salarié. Et du coup, forcément, cela a un impact sur la vie personnelle, voire la vie privée du salarié. Et c'est là que les garde-fous, je dirais, doivent être mis en place, à la fois par le Code du travail, mais aussi par la CNIL, parce que les seuls modes de surveillance qu'a l'employeur qui n'a plus son salarié sous la main, c'est les outils de surveillance à distance. Et c'est là qu'il y a cette intrusion du professionnel dans la vie personnelle du salarié. Donc, même si vous êtes nu au sens du code, du texte, c'est du droit. C'est du droit. C'est du droit. C'est du droit. C'est d'abord du management parce que
ça marque quand même une certaine défiance, malheureusement, de la part du manager en l'endroit de son salarié. Il n'a pas confiance. La culture française quand même assez présente, c'est quand il est loin des yeux, il n'est pas forcément loin du cœur, mais en tout cas, il ne travaille pas forcément. Et quelque part, télétravail, c'est aussi je suis devant la télé plutôt que travailler. Là, il y a cette marque de défiance qui n'existe beaucoup moins dans les pays anglo-saxons. Donc c'est d'abord du management et il faut accompagner les managers, on le répète assez souvent à nos clients, dans cette nouvelle forme de management à distance. On n'écrit pas les mails de la même manière, on ne surveille pas les collaborateurs de la même manière. Et puis c'est aussi effectivement du droit, c'est-à-dire que tout n'est pas permis en matière de surveillance. Il y a deux principes de base qui ont été là, c'est la CNIL. Voilà, exactement, qui ont été mis en avant par la CNIL au soutien de ces éléments-là. C'est d'une part un principe de proportionnalité et d'autre part un principe de bonne foi. Concrètement, là, pour l'instant, c'est le texte de référence pour vous, avocat. Si vous aviez un conflit d'une entreprise, d'un de vos clients, vous vous appuieriez sur le texte de la CNIL. Et sur quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que le logiciel espion, le salarié peut avoir le sentiment, pour le dire cash, qu'il est espionné, alors que en fait, c'est un logiciel classique d'échange. C'est compliqué. Il y a deux textes. Il y a le principe d'exécution de bonne foi des relations contractuelles, mais ça qui plutôt ressort du Code civil. Et puis, il y a le principe aussi de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, puisque ultimement, le salarié qui se sent espionné, surveillé en permanence, il va voir ses conditions de travail dégradées, il va se sentir harcelé, et on retombe sur la question du harcèlement moral dont on a beaucoup parlé sur ce plateau. Quand même, Étienne, on peut donner quelques exemples concrets, parce que ceux qui nous regardent comprennent bien de quoi on parle, parce que c'est des questions de rapport à l'écran, d'envoi de messages envoyés. Tout ça est très codifié quand même. Oui, c'est des pratiques qui ont été justement relevées par la CNIL suite à ces alertes, et alors que nous, on voyait aussi, parce que souvent nos clients nous demandent est-ce que j'ai le droit de faire ci, est-ce que j'ai le droit de faire ça. Exactement. Et on leur dit, il y a deux principes, le principe de bonne foi et le principe de proportionnalité. Le principe de proportionnalité, c'est qu'on ne doit pas imposer des suggestions aux collaborateurs qui sont disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi. Donc, typiquement, la CNIL l'a dit depuis assez longtemps, les keyloggers, par exemple, c'est-à-dire ces logiciels espions qui permettent de savoir combien de temps on frappe et ce qu'on frappe sur le clavier, ceux-là sont interdits. Déjà, principe de base, sauf exception liée, par exemple, à la sécurité informatique, etc. Donc il y a ça. Imposer aussi de la visio en permanence, c'est-à-dire imposer aux collaborateurs d'être constamment avec son écran allumé pour que l'employeur vérifie qu'il est bien, qu'il reste bien derrière son écran, ce qu'on voit parfois dans certaines épreuves des étudiants qui doivent rester derrière l'écran pour vérifier qu'ils ne vont pas chercher dans les livres les solutions aux examens qui leur sont suggérés. Là, dans ce cas-là, c'est normal, j'allais dire. Là, c'est normal. En revanche, faire ça 8 heures par jour avec 1 heure de pause à midi pour le collaborateur, ça c'est interdit. On ne peut pas imposer au collaborateur d'être en permanence derrière son écran. Il a le droit de faire des pauses techniques sans que son employeur... Un point de droit, le salarié pendant sa pause, parce que la webcam filme finalement l'appartement dans lequel il vit, il a envie d'avoir son intimité, baisse l'écran pour s'isoler. Est-ce qu'il peut y avoir un recours de l'employeur qui considère que le salarié a déserté son poste ? Est-ce qu'on peut arriver à ce type de cas-là ? On pourrait arriver à ce type, en tout cas, de revendication-là de la part de l'employeur. Et évidemment, notre rôle en tant que conseil, c'est de dire, mais vous n'aviez déjà pas à leur imposer cela. Et autre point que souligne la CNIL, c'est de dire, à partir du moment où vous demandez à ce que le collaborateur soit en visio, par exemple pour les entretiens professionnels, admis que là, on puisse voir la personne plutôt qu'elle soit en écran noir, eh bien, on doit laisser la possibilité au collaborateur de mettre un écran flouté derrière pour ne pas que l'employeur voit comment l'appartement est agencé. Mais écran flouté, mais avec présence physique du collaborateur face cam, on est d'accord ? Qu'on voit le collaborateur, mais qu'on ne voit pas son intimité, c'est-à-dire sa vie personnelle derrière, les enfants qui passent, comment est décoré son appartement, etc. etc. Juste, j'y reviens parce que c'est des sujets finalement au fil de l'eau qui vont arriver progressivement. Rapport de la CNIL, ça veut dire qu'il y a déjà des salariés qui ont fait des recours et qui sont sûrement retournés vers un avocat. Oui. Votre difficulté, quand vous recevez un client, lorsque vous défendez un client salarié, c'est de lui dire, mais c'est ce que dit un avocat à chaque fois, c'est quoi vos preuves ? C'est quoi vos preuves ? Alors ça, c'est assez facile pour les captures d'écran. Il suffit de appuyer sur 3 touches en même temps et on a la capture d'écran, voire certaines applications permettent une touche unique. Et puis sinon, c'est faire constater l'existence de cette application et constater surtout l'absence d'information, puisqu'on en revient aussi à l'autre pan de la surveillance, c'est le principe de bonne foi dans l'exécution contractuelle. Ça, c'est important. C'est très important parce que... C'est ce que dira l'employeur, je suis de bonne foi. Je suis de bonne foi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 2 choses. La première, c'est j'ai informé mes instances représentatives du personnel de ce que je mettais ces outils en place.
puisqu'il y a une information collective des représentants. Je les informe, il n'y a pas de vote, hein, on les informe. C'est une information. D'accord. Il peut y avoir consultation, mais non, ce n'est qu'une information. C'est-à-dire qu'il doit être informé de cette existence. Et puis, il faut surtout informer le collaborateur. Informer le collaborateur individuellement, c'est-à-dire dire voilà ce que je mets en place pour les outils de télétravail, pour les outils de travail à distance. Et je les informe aussi, alors là, c'est plus d'un point de vue RGPD, c'est-à-dire traitement des données. C'est ça. Je les informe aussi de la finalité de cet outil de surveillance, de comment je collecte ces informations, comment je collecte ces données, quelle est leur finalité, que le collaborateur a un droit d'opposition, de rectification, qu'il peut saisir la CNIL s'il n'est pas d'accord avec ces outils-là, etc. Mais ça veut dire que le recours des salariés en direction de la CNIL permet à la CNIL d'avoir non pas un pouvoir de police, mais quoi, un pouvoir d'enquête. Ils ont un pouvoir de police aussi. On est d'accord, pour enquêter sur place. Exactement. Ils peuvent venir après constater les infractions et, le cas échéant, sanctionner les entreprises. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et nous qui conseillons les entreprises, évidemment, on fait en sorte que tous ces éléments-là soient bien mis en place pour qu'ils puissent être opposables aux collaborateurs. Et ainsi, par exemple, lorsque on met en place ces outils-là, plutôt que d'avoir une vague police ou note d'information qui n'a pas de pouvoir contraignant derrière, eh bien on fait une vraie charte qu'on annexe au règlement intérieur de manière à ce qu'on puisse sanctionner la violation de ces éléments-là. Là, on est dans un droit qui va évoluer forcément. Est-ce que vous pensez qu'il faut améliorer, ça c'est intéressant d'avoir le praticien, d'améliorer le corps, le texte dans le code du travail, parce qu'en fait il y a un flou, tout ça est très subjectif, à part le keyloggers, on voit bien évidemment là que c'est un excès absolu, ou la caméra ouverte tout le temps. Bon là on est dans les excès. Il y a bien des choses intermédiaires. Ça arrive notamment dans les petites entreprises qui n'ont pas forcément des directeurs juridiques ou des RH qui ont une culture juridique et qui se disent ben oui effectivement c'est normal, je le surveille comme s'il était sous les yeux. Le manager un peu pervers quoi. Oui, un peu pervers, et puis encore une fois qui relève une absence de confiance quelque part dans son collaborant en disant il va m'entourlouper, il va prendre des pauses excessives, aller chercher ses enfants alors que c'est pas autorisé, donc, etc. Le droit doit s'enrichir. Le droit doit s'enrichir. Il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect qui tient à l'hygiène et à la sécurité. Puis encore une fois, on délocalise le lieu de travail au domicile du salarié et forcément le domicile du salarié n'a pas les mêmes normes, les mêmes exigences en matière de santé et de sécurité, de circulation d'air, de panneaux d'affichage que l'entreprise. C'est normal. Et pourtant, le Code du travail ne prévoit pas cette exception-là, donc il y a une première grosse réforme à mettre en place qui doivent prévoir ces exceptions. Et puis la deuxième, c'est ces outils de surveillance qui ne sont pas encore codifiés dans le Code du travail. Ceci étant, quand on a été dans les entreprises depuis longtemps, quelles qu'elles soient, on avait toujours la peur quand on envoyait des mails en disant mais les datas sont stockées quand même sur les mails professionnels. Tout à fait. Et là aussi, c'était déjà avant même qu'on soit en télétravail. Il y avait toujours cette angoisse de se dire mais on nous surveille. On est obligé de clarifier les règles. Il y avait un sujet là quand même. Oui, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, typiquement. Ils stockent les datas et nos mails. Ils stockent les données. Est-ce qu'ils y ont accès ou pas accès, notamment pour sanctionner le collaborateur? Exactement. Et ça, la jurisprudence a bien dit que les emails dont l'objet était intitulé confidentiel, personnel mais il faut bien le spécifier. Il faut bien le spécifier. Idem pour les fichiers. Il faut bien préciser que c'est un fichier famille ou un fichier personnel pour que l'employeur, alors certes, on ne va pas se voiler la face, l'employeur il y a accès, mais il ne pourra pas l'utiliser contre le collaborateur. Donc c'est vraiment des points importants. De vous à moi, Étienne, pour conclure, le plus simple, c'est aussi peut-être d'utiliser quand on fait des choses perso, ses mails perso, et pour le pro, de le réserver que pour le pro. Le téléphone portable, il vaut mieux avoir une puce pour le numéro personnel et une puce pour le numéro professionnel. Maintenant, la plupart des téléphones portables prévoient le double puce, sinon d'avoir deux outils. C'est pratique. Mais ça permet de bien différencier la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est peut-être moins pratique, mais en revanche, c'est beaucoup plus sécurisant pour la vie privée de nos collaborateurs. Vous voyez, retirez votre puce pour passer et puis après la remettre, pour passer votre journée à démonter votre téléphone. Merci Étienne Pujol, cabinet Berilo, spécialiste en droit du travail et en droit social. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause et on va se tourner vers le cercle RH avec un grand entretien aujourd'hui avec la porte-parole de la représentation de la Commission européenne en France. Il y a 2 bureaux, un à Paris, un à Marseille. C'est la voix de la Commission européenne et il s'est passé plein de choses ces derniers jours. Le SMIC européen, est-ce que c'est vraiment un SMIC d'ailleurs dont on parle? On fera le point avec elle. Et puis la place des femmes dans les boards, c'est-à-dire dans les conseils d'administration. Ça, c'est très intéressant parce que la France est plutôt en avance sur ce sujet. Et puis on va parler évidemment de la situation des réfugiés ukrainiens accueillis dans les pays de l'Union. Alors est-ce que la France est un bon élève? Comment ça se passe en matière d'accès à l'emploi évidemment? Voilà tous les thèmes. On en parle avec elle juste après la pause.
On parle de l'Europe dans le cercle RH et de son action concrète pour l'emploi. On va faire le point dans quelques instants avec notre invitée Adina Revol. Ravi de vous accueillir, porte-parole de la représentation de la Commission européenne en France. Alors ça tombe bien que vous soyez là aujourd'hui parce qu'il s'est passé plein de choses ces derniers jours, des directives. Alors souvent on critique l'Europe, la Commission, Bruxelles. Là, il y a des choses très concrètes qui avancent. On va parler évidemment de ce SMIC européen. Alors, on redéfinira évidemment précisément ce que sera ce SMIC européen. On va parler de la place des femmes dans les boards, dans les conseils d'administration. Alors là, c'est vrai que la France est un peu en avance sur le sujet, mais c'est vrai que l'Europe, là, va mettre tout le monde au niveau, notamment les 27. Et puis, on va parler de l'Ukraine, qui est le sujet vraiment au cœur de l'actualité. Concrètement, guerre aux portes de l'Europe. Cette guerre en Ukraine, très dure, très violente, meurtrière, et puis des flux de réfugiés. Comment s'est organisée la Commission européenne et concrètement, comment se sont réparties ces femmes, en particulier des femmes, notamment dans leur accès à l'emploi? Parce que la question est posée. La guerre devait être courte, elle va durer et il va falloir qu'elle puisse continuer à vivre. Oui, le maître mot de la réaction de l'Union européenne vis-à-vis de l'invasion injustifiée de la Russie en Ukraine, c'est la solidarité et l'unité. Donc, tous les États européens ont accueilli les bras ouverts les réfugiés ukrainiens. Et effectivement, ce sont des femmes et des enfants. Il y a aujourd'hui 6 millions de réfugiés ukrainiens en Europe. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier, 8 millions d'Ukrainiens qui sont déplacés à l'intérieur de l'Ukraine. Et pour cela aussi, l'Union s'est mobilisée, notamment avec de l'aide humanitaire et de l'aide financière. Alors pour les réfugiés ukrainiens en Europe, nous avons activé très rapidement après le début de la guerre, une semaine après, le 4 mars, nous avons activé une protection temporaire, c'est-à-dire accès à l'emploi, accès à un logement, accès pour les enfants à l'école, et puis aussi accès à l'ouverture d'un compte bancaire, par exemple. Donc accès à la vie normale en Europe. Et aujourd'hui, tout ça, c'est une fierté parce que l'Union européenne et tous les États ont accueilli les bras ouverts les réfugiés ukrainiens. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que certains avaient imaginé une guerre rapide, une invasion russe, et puis que les choses allaient se régler dans la diplomatie. On voit que ce n'est pas le cas et que certaines femmes vont rester et s'installer dans certains pays. Comment ça se passe, cette répartition? On sait que la Pologne est en première ligne. C'est le pays qui vraiment a accueilli le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens, mais il y a d'autres pays qui ont pris leur part de responsabilité. Ça se répartit comment? Alors effectivement, la Pologne, c'est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés ukrainiens. Il y a environ 3,5 millions de réfugiés ukrainiens en Pologne. Il y a aussi la Slovaquie, la Roumanie. Mais il y a aussi des pays qui ne sont pas encore dans l'Union européenne, comme la Moldavie, par exemple, qui ont pris aussi leur part de solidarité et pour lesquels l'Europe s'est engagée à travers... La Moldavie, c'est compliqué pour elle. Une aide financière pour justement les aider dans cet accueil. Alors, il faut savoir que l'Union européenne s'est mobilisée aussi au niveau financier pour aider les États en première ligne. Donc, il y a aujourd'hui 3,4 milliards d'euros qui ont été débloqués pour aider les pays européens à souvenir à leurs nouvelles fonctions, parce qu'il faut donner accès, donc, comme je le disais, à l'école, à un logement, accès aux soins de santé, et tout ça, ça a un coût. Et donc, l'Union européenne a mobilisé de l'argent pour aider les États à faire face à cette nouvelle charge. Alors, il y a eu des mots malheureux en France d'un député centriste qui évoquait le fait qu'en voyant arriver ces réfugiés, au début il y avait quelques hommes, on sait que maintenant les hommes sont revenus sur le territoire, restent des femmes. Il avait évoqué une main-d'œuvre qualifiée, bon marché. Il y a un débat qui est posé évidemment sur ces femmes face à l'emploi. Est-ce qu'elles travaillent d'abord? Est-ce qu'elles ont un accès à l'emploi? Elles y ont droit. On le sait, en France, il y a la barrière de la langue, c'est compliqué. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez quelques chiffres sur l'accès à l'emploi de ces femmes? Alors en France, on sait qu'il y a environ 100 000 réfugiés ukrainiens qui sont établis. On voit qu'ils vont à l'école, donc parce que grâce aux normes européennes, les enfants ont accès à l'école. Donc il y a la langue. On voit qu'ils sont très bien intégrés. Tout à fait. On a vu plein de reportages à la télé sur leur niveau en mathématiques, par exemple, et leur facilité d'intégration. Ils apprennent très vite. Et puis, bien sûr, il y a donc le cadre européen
offre à tout le monde la possibilité de travailler partout dans l'Union européenne et aussi avoir accès à un logement. Et ça, c'est très important pour que les réfugiés soient accueillis dans des conditions décentes. Donc évidemment, il y a un contrôle des États pour vérifier évidemment que cette main-d'œuvre est utilisée dans le cadre légal d'un contrat de travail. Donc pour le redire très clairement, le choix des 27, c'est évidemment de pouvoir accueillir et faire travailler ces femmes dans le cadre légal du droit national. Nous sommes d'accord là, la Commission Le choix est celui de la solidarité et l'Union européenne est une union de droit, donc une union de valeurs et c'est le respect du droit européen, bien sûr. Juste un petit mot, parce que vous représentez la Commission, vous êtes la représentante de la Commission. On est d'accord, parce que ça aura des incidences évidemment sur l'emploi en France. Embargo pétrole, on en est où concrètement? C'est validé ou pas? Alors, vous avez raison de poser la question de l'embargo énergétique. Parce que énergétique, gaz, pétrole. Gaz, pétrole. Donc, nous avons réussi justement à nous en défaire des importations du charbon russe. Et puis, d'ici la fin de l'année, il y a ce qui a été validé avec le 6e paquet de sanctions, c'est un embargo sur 90% des importations de pétrole russe en Europe. Et nous allons justement maintenant, la stratégie, la Commission européenne a aussi proposé une stratégie pour en sortir de la dépendance envers les importations gazières russes d'ici la fin de l'année. La transition énergétique, on dit en France en tout cas, et on le dit aussi en Europe, qu'elle va créer beaucoup d'emplois. Est-ce que ce drame ukrainien ne fait pas accélérer la Commission et évidemment les États membres, cette transition et donc les créations d'emplois qui en découlent? Cette stratégie-là, l'Europe l'a en tête forcément. Alors, l'Union européenne s'est engagée depuis longtemps. Elle a accéléré en 2019 avec le Pacte vert. Donc, le Pacte vert, c'est un engagement d'être le premier continent climatiquement neutre en 2050. Et nous sommes le seul continent à avoir une loi climatique. Donc, notre ambition politique a été transformée en engagement juridique. Mais là, on accélère de fait. Et maintenant, il y a une accélération encore plus importante avec un plan que nous venons de présenter qui s'appelle REPowerEU. Et c'est une accélération qui est demandée aussi par les citoyens européens parce qu'ils sont 85% à demander à en sortir aussi vite que possible des importations gazières et pétrolières russes. Enfin, il ne faut pas leur mentir quand même à ceux qui nous regardent, ça ne va pas se faire en 6 mois quand même. C'est-à-dire que la transition énergétique vers des nouveaux emplois verts, on nous en parle depuis presque 20 ans et on n'y est pas encore. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons proposé un plan qui s'appelle REPowerEU, qui permet en fait un déploiement massif de renouvelables en Europe très très rapidement, donc notamment sur les toits, un déploiement aussi un renforcement de l'ambition en matière de biométhane. Ça permet aussi une baisse de la demande, notamment avec un plan bâtiment, et donc qui dit filière économique thermique, dit aussi emplois locaux non délocalisables, comme on dit. Et donc le troisième pilier, c'est la diversification gazière avec des partenaires fiables et un achat commun de gaz. Mais je vais vous donner juste un chiffre très concret, par exemple, parce que dans ce plan, on a aussi mis l'accent sur un accélérateur hydrogène. L'hydrogène, en fait, peut créer d'ici 2030 1 million d'emplois hautement qualifiés dans l'Union européenne. Et justement, l'Union européenne investit aussi dans la création de ces nouvelles compétences, parce que c'est aussi l'enjeu de la transition climatique, de créer de nouvelles compétences, que ce soit pour ceux qui font les travaux de rénovation thermique des bâtiments, clairement, que ceux qui vont travailler... Ça aussi, ça fait longtemps qu'on en parle. Enfin, je n'accable pas la Commission, je parle plutôt à la France. Là, ça fait 20 ans qu'on parle de rénovation. Il y a eu des lois successives en France et on n'a pas vu aboutir grand-chose. Alors, récemment, il y a quand même la MaPrimeRénov'. Il y a eu 700 000 MaPrimeRénov' qui ont été donnés entre 2021 et 2022. C'est financé entièrement par le plan de relance européen. Il y a un plan massif aussi dans le cadre de France Relance de 6 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments publics. Et c'est aussi financé par le plan de relance européen. Et c'est dans le cadre de cette ambition européenne de rénover 35 millions de bâtiments d'ici 2030. C'est bien de vous entendre parce que c'est que parfois on a l'impression que c'est simplement des financements français. On oublie que c'est le plan de relance européen qui crée aussi des emplois ici sur notre territoire. On va tourner cette page ukrainienne parce qu'il y a évidemment les enjeux forts qu'on évoquait autour du gaz, de l'accueil des réfugiés. Et puis, dans la nuit du 6 au 7 juin,
mais il s'est passé quelque chose d'important. C'est ce que dit en tout cas Clément Beaune, qui est le ministre délégué chargé de l'Europe, puisqu'on est sous présidence française. Donc évidemment, et par ailleurs, ça ne vous a pas échappé dans une campagne législative ici en France, il parle d'une avancée majeure parce que eh bien, depuis, c'était 2012, hein, je crois. 2012, novembre 2012. Novembre 2012, donc ça fait presque 10 ans que c'était dans les cartons qu'on en parlait, la place des femmes au sein des conseils d'administration, vous dites les boards, au sein de ces entreprises européennes. D'abord, pourquoi ça a mis autant de temps, alors que, je le redis, en France, on a voté la loi Copé-Zimmermann avec 40% de femmes dans les conseils d'administration. À l'époque, d'ailleurs, c'était en 2011-2012. Pourquoi ça a été aussi long en Europe? Parce que certains pays n'ont pas, je dirais, la maturité sur ces sujets? Alors, la Commission a proposé effectivement cette proposition en novembre 2012. Le Parlement européen s'est prononcé assez rapidement en 2013 sur cette proposition. Et ensuite, le Conseil, donc les États membres, n'ont pas pu s'accorder sur une position commune pour négocier avec le Parlement européen et arriver à une décision commune. Parce que vous savez, la Commission propose et ensuite, ce sont les États membres et les députés européens qui s'accordent sur la loi européenne. Donc, là, ça a marché. Et donc là, enfin, ça a marché. Alors, au Conseil, certains États ont estimé qu'il ne faut pas introduire des obligations contraignantes pour arriver à atteindre cet objectif d'égalité, de représentation dans les boards, et donc d'égalité, c'est-à-dire d'avoir au moins 40% des membres du sexe sous-représentés dans les boards. Et donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle ça a pris très longtemps. Mais en tout cas, c'était aussi un engagement de la présidente von der Leyen d'arriver vers une union de l'égalité, d'une union où les hommes et les femmes, les filles et les garçons aient la possibilité et l'avenir, en fait, de diriger de manière égale la société européenne. Ursula von der Leyen explique qu'il y a plein de femmes qualifiées pour les postes de direction. Elles devraient pouvoir y accéder. Elles vont y accéder. Alors, évidemment, comme pour la loi française, il y a un délai. C'est 2026, 2026, c'est avec quand même, il faut le préciser, que depuis 2012, les choses avaient évolué avant même que la directive soit évidemment votée. Il y avait une évolution de la place des femmes. On était passé de 11,9 en 2010 à 31,3% aujourd'hui. Ça veut dire que ça va mieux. Donc on n'est pas très très loin finalement sans la loi des 40%. Les choses se sont faites d'elles-mêmes. Non, ou alors il y a des bons élèves, des mauvais élèves, et vous avez envie de rééquilibrer tout cela. Comment ça se passe? Il y a bien des pays qui sont plus en retard que d'autres, j'imagine, sur ces questions. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est d'avoir au niveau européen un cadre. Et là, on a ce cadre avec un objectif contraignant. Et ce qui est très important aussi, c'est que derrière, il y a aussi des amendes qui sont dissuasives pour les entreprises qui ne respectent pas cet objectif contraignant. Et il faut aussi mentionner que cet objectif ne s'applique pas aux PME, aux entreprises de moins de... Entreprises cotées en bourse. Entreprises cotées en bourse. D'accord. Donc l'ensemble des entreprises cotées en bourse sur l'ensemble des marchés des 27 auront l'obligation. Pour le reste, il n'y a pas d'obligation. Nous sommes d'accord. Donc il manque quand même, on est que sur un pied là. Ce qui est très important, c'est aussi de souligner que c'est le mérite qui s'applique toujours et c'est une procédure transparente. Donc on a une vision sur la transparence du processus et le mérite s'applique toujours dans cette procédure. Alors là, on va rentrer dans un autre volet parce que je le dis, il s'est passé tout un train de directives. Alors il faut quand même faire un peu de pédagogie, on vous l'avait dit, hein, c'est un travail avec le Parlement, la Commission européenne, il y a un travail évidemment d'échange, de vote, de validation, puis ensuite les États s'emparent de ces fameuses directives qui arrivent dans nos assemblées respectives. On a quel délai, nous, ici en France? Là, sur celle-ci, on est très en avance, donc on n'a pas trop de problèmes, mais il va falloir la transposer, cette directive. C'est quoi les délais qu'ont les États? Parce que ça, c'est jamais très clair dans l'esprit des Français. Alors, généralement, lorsqu'on adopte une directive, donc le Conseil, les États membres, le Conseil et le Parlement se mettent d'accord sur une loi européenne, le délai de transposition est écrit dans le texte de la directive et généralement, c'est entre 12 et 24 mois. 12 et 24 mois, donc pour transposer dans le droit des pays respectifs la directive. Alors, la directive, il faut savoir que dans une directive, on a un objectif général. C'est ça, et cadre. Ensuite,
un cadre général et ensuite le degré de transposition, c'est pas du temps perdu parce qu'en fait, c'est la transposition de cet objectif dans le droit national en tenant en compte les spécificités nationales. Alors justement, sur la place des femmes dans les boards, la France était en avant, je le dis cocorico, parce que c'est vrai qu'on a eu cette loi, et récemment la loi Rixin, la députée est venue sur notre plateau sur la place des femmes dans les COMEX, donc on est descendu d'un cran. Donc j'imagine que pour terminer sur ce sujet, vous allez inventer ou avancer sur ce sujet, parce qu'on n'est pas arrivé au bout là, la Commission européenne n'est pas arrivée au bout. Sur ce sujet d'égalité femmes-hommes, on peut aller plus loin encore. C'est une grande ambition de la Commission von der Leyen. D'ailleurs, la présidente von der Leyen, c'était sa première fois femme à diriger la Commission européenne. Et il y a donc une ambition donc, de faire une union de l'égalité et de faire de l'Union européenne un endroit où, comme je le disais déjà, les hommes et les femmes, et les filles et les garçons aient le même avenir et les mêmes potentialités en termes d'avenir et de participation à la vie de l'économie européenne et de la cité au sens démocratique du terme. Alors, tournons, troisième chapitre, toujours dans ce paquet de directives où il y a des belles choses, et c'est vrai que la France s'est félicitée, puisque nous sommes sous présidence française, cette question du SMIC européen. Alors, c'est vrai que quand on lit les articles, on va le détailler parce que vous avez les chiffres, c'est pas vraiment un SMIC européen quand on regarde réellement le cadre qui est proposé. Il n'y a pas de SMIC européen. Alors, il faut savoir que dans l'Union européenne, il y a 21 États qui ont un cadre national, qui ont un SMIC européen. Après, il y a des États où la fixation des salaires est basée sur la négociation collective. Et ça marche très bien. Donc, il y a 6 États, notamment les États nordiques, l'Italie et l'Autriche, Chypre, où la fixation de salaire est basée sur la négociation collective. Et c'est un modèle, et généralement, ces pays-là ont des niveaux de salaire supérieurs à la moyenne européenne. À la France. Et ce qui est très important aussi à souligner dans le cadre de ces directives, c'est que nous avons voulu nous attaquer à la pauvreté au travail. C'est-à-dire que nous avons vu que la pauvreté au travail a augmenté depuis 2007. On était à 8,3. Maintenant, nous sommes en 2020, on était à 9,7%. Et donc, l'idée derrière ce cadre européen pour un salaire décent, c'est de faire en sorte que tout le monde ait accès à un salaire décent dans l'Union européenne. Oui, alors il faut bien être précis, ce n'est pas un SMIC moyen qui sera proposé, puisque par exemple la Bulgarie c'est 332 € et que le SMIC le plus élevé au sein de l'Union c'est 2202 €, c'est le Luxembourg, et la France est à 1603. Sixième pays, oui. Sixième pays, il y a des pays, vous évoquiez tout à l'heure les pays nordiques qui sont effectivement des bons élèves. J'ai même vu que certains pays avaient des SMIC par branche, c'est-à-dire que ce n'est pas un SMIC national comme chez nous, mais en fonction de la branche, la chimie, l'industrie, on fait varier le niveau des salaires. Donc, les pays justement où la fixation de salaire est basée sur la négociation collective. Nous sommes d'accord. Donc pour ces pays-là, ça veut dire que la directive va effacer ces SMIC variables par secteur et va faire un SMIC unifié sur l'ensemble du pays. Non, nous allons... Il n'y aura pas de SMIC européen. Nous sommes donc bien d'accord. C'est un cadre européen pour un travail, pour un salaire minimum décent. Et donc, nous allons justement, la directive renforce la négociation collective, parce que c'est aussi un modèle, la négociation collective. Et le but, justement, c'est de négocier, de renforcer la négociation par branche et interbranche. Et dans les pays où au moins 80% de la main-d'œuvre n'est pas couverte par la négociation collective, justement, de renforcer la négociation collective à travers la mise en place d'un plan d'action pour que la main-d'œuvre soit mieux protégée à travers la négociation collective, parce que la négociation collective, c'est un modèle qui marche, et on le voit dans les pays nordiques. Il faut quand même préciser pour ceux qui nous regardent que cette philosophie, là aussi, ça a été long, ce débat sur le SMIC européen, parce qu'en fait, il pose une question fondamentale qui est le dumping social entre pays. C'est-à-dire le fait qu'on puisse utiliser une main-d'œuvre bon marché ou moins chère. Alors je pense évidemment à l'Allemagne qui a pu travailler avec certains pays limitrophes, comme la Pologne. Est-ce que tout ça va s'atténuer parce que ça va continuer à exister? Il y aura toujours une différence de revenus entre certains pays, on est bien d'accord?
Alors, la différence de revenus existe. Vous avez mentionné la différence entre le SMIC, entre la Bulgarie et le Luxembourg, c'est les extrêmes. C'est toujours ce qu'on prend comme exemple. Et justement, l'idée de ce cadre européen de salaire décent, c'est de faire en sorte que le salaire minimum, en fait, soit équivalent à 60% du salaire médian brut. C'est ça. Et donc, maintenant, les États doivent évaluer leur salaire minimum au regard de cet objectif de 60% du salaire médian brut et l'évaluer aussi par rapport au pouvoir d'achat parce qu'effectivement, la différence entre la Bulgarie et le Luxembourg, c'est aussi une différence de pouvoir d'achat, mais même si on enlève le pouvoir d'achat, il reste c'est à peu près un tiers. L'écart, c'est de 1 à 3. Donc c'est intéressant parce qu'il y a quand même une évolution qui permettra à certains pays, on évoquait la Bulgarie tout à l'heure, on a évoqué la Roumanie, d'autres pays, qui vont pouvoir rehausser le niveau de vie de leurs salariés, d'améliorer la négociation collective. Donc ça, c'est très très intéressant. Qui n'empêchera pas le dumping social entre la Bulgarie et l'Allemagne ou dans d'autres pays. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Le salaire minimum n'était pas destiné à empêcher le dumping social. Nous avons d'autres règles en Europe qui sont déjà... ça y contribue, vous le confirmez. Qui sont déjà en œuvre d'ailleurs, parce que nous avons des règles pour... Un travail égal, salaire égal. Donc, ces règles-là sont déjà implémentées. Donc, l'idée, justement, c'est de créer une Europe sociale. C'est d'ailleurs un engagement très important de la Commission européenne, d'Ursula von der Leyen. Et puis, on a en Europe le socle européen des droits fondamentaux. Et justement, le droit à un salaire décent, c'est un des droits européens pour les citoyens. Donc, finalement, c'est ce cadre européen pour un salaire décent, c'est une réalisation très concrète de l'Union européenne et c'est aussi que chacun d'entre nous verra dans sa vie quotidienne. Adina, il faut quand même préciser que la France ne verra pas son SMIC augmenter, hormis qu'elle l'a augmenté sur le plan national là tout récemment. Il y a eu un coup de pouce du SMIC, parce qu'en fait, si on choisit la règle du salaire médian, en fait, notre SMIC est plutôt au-dessus, donc il n'y aura pas, grâce à cette directive, d'augmentation, vous le confirmez. La directive ne fera pas augmenter le SMIC mécaniquement, on est d'accord? Alors, il y aura une réévaluation possible du SMIC oui, ça, elle est possible. tous les 2 ans, mais la directive n'oblige pas les États à rehausser le SMIC. Donc, comme je disais, c'est un cadre pour un salaire décent. Et donc, il y a un objectif d'avoir un salaire minimum équivalent à 60% du salaire médian brut. Et avec ceux qui sont toujours dans la négociation collective, c'est l'Autriche, Chypre, Danemark, Finlande, Italie, Suède, on est d'accord. Eux sont dans la négociation collective. Ils vont devoir, eux aussi, transférer cette directive dans leur pays, on est bien d'accord. Donc ça risque de modifier évidemment à la marge le montant de leur SMIC. Je ne sais pas si vous le confirmez. Alors, eux, ils doivent justement continuer dans la tradition de négociation collective et ils doivent prendre en compte la directive. Mais comme je le disais dès le début, ce sont des pays où généralement les salaires sont supérieurs c'est les bons élèves de l'Europe. Aux objectifs de 60% de salaire médian brut. Odina Rivol, avant de nous quitter, il y a un débat pouvoir d'achat ici en France qui impacte les salariés, qui réclament des augmentations de salaire. Et là, on fait évidemment un focus sur ce SMIC qui est censé rehausser et de créer une Europe sociale. Est-ce que c'est une préoccupation centrale de la Commission, évidemment du Parlement et des États, de se dire il faut que l'Europe s'intéresse à cette question du pouvoir d'achat et comment vous pouvez faire d'ailleurs? C'est très complexe parce que le pouvoir d'achat, c'est globalement la capacité de pouvoir vivre dignement de son travail et de son salaire. Ce qui n'est pas le cas puisqu'on voit que l'ensemble des produits alimentaires sont en train d'augmenter, que l'inflation est là. Comment vous vous positionnez sur cette question pour conclure? Alors, l'Europe se préoccupe du pouvoir d'achat des Français depuis toujours. Et avec la crise du Covid, on l'a vu, on a lancé quand même le plan de relance le plus important de l'histoire de l'Union européenne, avec des investissements massifs entre 2021 et 2024. La France va recevoir 40 milliards d'euros. Et ce sont des investissements très concrets, justement, qui participent au pouvoir d'achat. J'ai mentionné tout à l'heure ma prime Rénov'. Ma prime Rénov', clairement, il y a 700 000 foyers qui l'ont reçue. C'est financé par l'Union européenne pour isoler leur maison. Ce qui veut dire qu'in
fine, la facture énergétique va baisser. Après, sur la partie typiquement énergétique, l'Union européenne s'est aussi engagée à acheter ensemble du gaz, justement pour faire baisser le prix du gaz acheté au niveau européen et assurer la sécurité énergétique. Je pensais au blé, je pensais au pain. Le pain a augmenté en France. Pour le blé et le pain, effectivement, c'est pas l'inflation actuelle est due à la situation, à l'invasion russe en Ukraine. Il faut savoir que l'Ukraine est un des pays les plus fertiles de l'Europe et la Russie aujourd'hui bloque l'exportation de 20 millions de tonnes de céréales d'Ukraine. Ma question n'était pas assez précise. Est-ce que l'Union, est-ce que la Commission peut compenser ce manque, cette baisse de pouvoir d'achat sur le plan européen, comme elle peut l'avoir fait sur le SMIC, ou est-ce qu'elle laisse les États, les 27, s'organiser sur ces questions ? Justement, sur la question du blé, l'Union européenne, finalement, parce que c'est ce que fait Poutine, le régime du Kremlin en Ukraine, c'est un sorte de blocus alimentaire. Et donc, le meilleur antidote, c'est la solidarité et puis la coopération mondiale. Donc, pour faire en sorte que ces céréales puissent quitter l'Ukraine et reviennent sur le marché. Et donc, nous travaillons avec les États-Unis, avec le Canada pour la solidarité internationale. Et aussi, nous avons mis en place des voies d'évacuation par terre et par donc routier et ferroviaire pour essayer de sortir au moins une partie de ces 20 millions de stocks. Et par ailleurs, nous allons aussi renforcer la production agricole en Europe, justement, pour pouvoir aussi exporter ailleurs, pour pouvoir nourrir la population européenne et exporter. Et ça, c'est la PAC. Et il ne faut pas oublier que la PAC, c'était à la base de la construction européenne. C'est vrai, c'est un des piliers de la construction. C'est un sujet éminemment complexe qu'on ne va pas ouvrir ce matin ensemble. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Adina Revol, porte-parole de la représentation de la Commission européenne en France. Et puis vous n'êtes pas venu les mains vides parce qu'il s'était passé beaucoup de choses ces derniers jours et on les a développées, notamment ce SMIC européen et la place des femmes dans les boards. Merci. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On revient en France et on parle de la situation du marché de l'emploi des jeunes diplômés. Quelles sont leurs perspectives? Et on en parle tout de suite avec notre invité. Fenêtre sur l'emploi. Pour terminer notre émission, on s'intéresse aux jeunes diplômés face au marché du travail. Ils ont passé leurs examens, ils vont entrer en septembre sur le marché du travail, peut-être même un peu plus tôt d'ailleurs. Et on en parle avec Émilie Narcy. Bonjour Émilie. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes directrice des opérations chez Approach People Recruitment, qui est l'un des leaders mondiaux du recrutement, en tout cas en Europe. Vous nous parlez de Dublin, si je ne m'abuse. Il y a une étude intéressante du Centre d'études et de recherche sur les qualifications qui parle de la situation de ces jeunes diplômés sur l'aspect générationnel. On en est où là de la réalité de ce marché de l'emploi des jeunes diplômés? Parce qu'on a parlé de la génération sacrifiée Covid. On en est sorti là? Alors, on a retrouvé un niveau d'emploi quasi similaire à 2020, avec quelques disparités évidemment, et même des pics d'employabilité sur les filières scientifiques ou technologiques notamment. On voit que tous les métiers ne sont pas logés à la même enseigne, mais tout ce qui est dans la tech, tout ce qui est scientifique, toutes les formations techniques sont à un niveau quasi supérieur à 2020. Alors, vous nous dites, Émilie, qu'il y a des secteurs où, globalement, et on l'a entendu sur ce plateau, on va chercher directement les étudiants dans les écoles avant même qu'ils aient mis un pied dehors. On est d'accord. Puis il y a des secteurs qui sont plus compliqués, où l'étudiant ou le jeune diplômé va un peu plus galérer. C'est un peu ça la réalité. C'est un peu ça. Alors, encore une fois, c'est la généralité de la guerre des talents. Tous les métiers pénuriques, évidemment, on met en place des structures, des méthodes pour aller chercher les talents avant même qu'ils soient sur le marché de l'emploi. On commence les recrutements, on sait qu'ils vont être diplômés, ils font tous leurs examens en juin. On va les chercher dès mars-avril. On va commencer les processus de recrutement pour ces gens qui seront disponibles à partir de l'été ou de septembre. Sur d'autres filières, effectivement, c'est eux qui sont un peu plus proactifs et qui se mettent en recherche d'emploi. Concrètement, est-ce que vous avez des secteurs précis pour nous éclairer un peu plus précisément? Quels sont ceux où les étudiants n'ont aucun souci, et je dirais même où il y a pénurie, et quels sont ceux où c'est un peu plus bouché, plus compliqué, plus difficile?
Alors, traditionnellement, tout ce qui est métier informatique, tout ce qui est nouvelles technologies, on est en pénurie de talents et on a du mal à attirer tous ces nouveaux talents. On en fait venir beaucoup de l'étranger. C'est l'objectif d'Approach People. En tout cas, c'est pour ça qu'on recrute sur le marché européen. On a aussi une grosse tendance sur tous les métiers commerciaux, vente internationale. On a aussi des nouveaux secteurs sur des gens qui ont des compétences technologiques et commerciales. Par exemple, je pense aux nouvelles monnaies, à la crypto, etc. Les énergies renouvelables, alors là, c'est plutôt des métiers même techniques, avec des formations très techniques qui se développent énormément. Concrètement, vous évoquiez la question européenne, le marché européen. Alors, on a évoqué il y a quelques instants le SMIC européen, rehausser le niveau de salaire en Europe. Si finalement ces jeunes diplômés, ils sont comment? Ils sont mobiles, ils sont finalement très européens dans l'âme. Ils vont accepter de quitter la France, par exemple, pour aller travailler, je ne sais pas, en Allemagne, en Espagne, en Italie? Oui, alors ils sont habitués parce que dès les études, déjà on parle beaucoup d'Erasmus, on parle beaucoup des stages à l'étranger dans différentes écoles. On a aussi un programme, le VIE, qui est extrêmement populaire, qui permet à des jeunes de moins de 28 ans de pouvoir aller profiter d'une expérience à l'étranger. Donc ils ont déjà cette connaissance-là. L'anglais est une langue qui a énormément progressé en France. On est de mieux en mieux formés. L'internationalisation également des contenus sur les social media, sur toutes ces choses-là, ont permis de faire lever le niveau d'anglais. Donc ils sont déjà à l'international. Et on voit aussi les entreprises qui anticipent et qui proposent même des parcours internationaux, c'est-à-dire qu'ils vont recruter des jeunes diplômés sur la base, qui vont commencer un emploi dans un pays et au bout d'1 an, ils devront aller dans un autre pays et au bout de 2 ans, ils devront aller dans un 3e pays pour se former à l'international. Justement, Émilie, c'est intéressant d'avoir le regard d'une entreprise de recrutement spécialisée sur le marché européen. Comment regardent les recruteurs étrangers nos jeunes diplômés? Parce qu'il y a un vrai débat, les classements PISA, le niveau en français, le niveau en anglais, les soft skills. Comment on se situe, nous, jeunes diplômés français, sur le marché européen? Très très bien, très très bien. Surtout depuis les dernières années, on voit l'émergence de la French Tech, des licornes, de toutes ces sociétés. La France a été également pour la 3e année consécutive en tête des investissements étrangers pour la création d'emplois en France. Donc on se positionne très très bien. On voit beaucoup de jeunes entrepreneurs, beaucoup de jeunes diplômés. Les formations sont de qualité. On a été un des premiers pays aussi à développer autant ces systèmes d'alternance, d'apprentissage. C'est pas présent dans tous les pays en Europe. Les stages également, c'est quelque chose qui est très commun depuis de nombreuses années en France, donc on est très bien reconnu sur le marché européen. Quel conseil vous donneriez à nos jeunes diplômés? Parce que certains ont terminé leurs examens, certains sont même déjà diplômés d'écoles de commerce. C'est quoi les pays, c'est quoi les secteurs, c'est quoi les pays phares là où il faut pouvoir développer ou commencer sa carrière pour le moins? Il y en a 3. Alors, il y a la France, évidemment. Comme je vous le disais, c'est un pays extrêmement attractif. Ensuite, on a l'Allemagne, qui est un marché extrêmement porteur, et tous les pays anglophones, notamment la Grande-Bretagne et l'Irlande. L'Irlande. Comment on se démarque quand on est un jeune diplômé, Émilie? Parce qu'on est aussi en concurrence sur un marché de gens plus expérimentés, qui ont parfois 5-10 ans d'expérience. C'est pas simple, même d'être un jeune diplômé d'une belle école pour pouvoir arracher son premier poste. C'est pas simple. C'est mettre en avant tout ce qu'on a fait en parallèle de ses études. Un jeune diplômé n'est pas qu'un jeune diplômé. C'est quelqu'un qui vient avec une expérience. De ne pas hésiter à mettre en avant tous les projets qui ont été mis en place durant ses études, les stages, l'alternance, tout ce qu'on connaît. On a de plus en plus de jeunes aussi qui sont extrêmement présents en ligne, qui ont des projets parallèles, qui ont développé des sites internet. Tout ça, c'est de l'expérience au final. Avant, ça avait du mal à être considéré comme de l'expérience, mais dans le contexte de la guerre des talents, on peut être en concurrence avec des gens de 5 à 10 ans d'expérience, mais ces gens-là vont être plus chers, vont être moins mobiles, vont être extrêmement sollicités. Donc on a vraiment une carte à jouer en étant jeune diplômé si on met en avant tout ce qu'on a fait en plus de ses études. Merci Émilie, j'imagine que vous avez une recrudescence là, dans l'activité là, de Approach People, non j'imagine, puisque là ces jeunes viennent de sortir, donc là vous avez un pic d'activité là. Énormément. Alors beaucoup plus de demandes des entreprises d'ailleurs que de candidats. Nos consultants sont formés pour être en permanence en veille et travailler leur réseau pour être sûrs d'être là au bon moment quand les candidats sont à l'écoute du marché. Effectivement, il y a énormément de postes à pourvoir.
Merci. Et certains secteurs pénuriques, faut-il le rappeler. Merci Émilie Narcy de nous avoir répondu en direct de Dublin, directrice des opérations chez Approche People Recrutement. Merci à vous Émilie, merci à vous qui nous regardez, qui êtes fidèles à notre émission. Merci évidemment à toute l'équipe. Merci à Lauriane pour la réalisation aujourd'hui. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. Merci à vous, merci pour vos messages. Et puis vous pouvez écouter notre émission en podcast. Bah oui, on ne le dit pas assez, en podcast. Juste le son, juste pour écouter le contenu de nos émissions. Voilà, je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.